Alex Thompson avait passé 5 ans à rabaisser Sophia Reynolds, la traitant comme une simple femme ordinaire qui préparait ses repas et repassait ses chemises, ignorant totalement que cette femme discrète qu'il méprisait si facilement portait un nom qui contrôlait des empires dans l'ombre. Le tribunal n'avait été qu'une scène de plus pour son arrogance ce mardi matin-là, mais le livre relié en cuir. La levée du scellé du juge transformerait sa confiance arrogante en un cauchemar qu'il revivrait chaque nuit blanche jusqu'à la fin de ses jours. Elle était assise là, dans sa robe de seconde main, les mains jointes, silencieuse, tandis qu'il riait d'être enfin débarrassé de sa femme inutile, complètement aveugle au fait que son silence n'était pas un signe de faiblesse. Le document que le juge Patterson tenait entre ses mains tremblantes contenait des révélations qui allaient tout bouleverser. Le pouvoir, la richesse, et l'héritage d'une fille qui réduisait la fortune d'Alex à une misère. Ce que Sophia Reynolds ferait de cet héritage, de ce pouvoir, de la vérité que son père avait dissimulée jusqu'à son dernier souffle, allait systématiquement anéantir la vie qu'Alex pensait avoir construite. Comment un homme si obsédé par le statut et les apparences avait-il pu passer à côté de tous les indices qui laissaient penser que la famille de sa femme n'était pas seulement riche? Sophia avait-elle passé 5 ans à accepter ces mauvais traitements alors qu'un simple coup de fil aurait suffi à le détruire? Que contenait donc le testament de son père pour que la voix d'un juge chevronné se brise à sa lecture? Le matin où Alex Thompson décida de divorcer avait commencé comme tous les autres dans leur petit appartement d'un quartier défavorisé de Philadelphie. Mais ce qui changeait tout, c'était le ton définitif de sa voix lorsqu'il fit glisser les papiers sur la table de petit-déjeuner rayée. Sophia Reynolds Thompson, debout devant le fourneau, retournait les crêpes avec la même précision méthodique qu'elle appliquait à tout dans leur mariage, ignorant complètement que son mari avait déjà, mentalement, tourné le dos à leur relation 6 mois auparavant. « C'est fini, Sophia », annonça Alex en redressant sa cravate dans le reflet du micro-ondes. La soie Bordeaux lui avait coûté $300. Une somme qu'il avait dépensée sans le lui dire, comme il l'avait fait pour Laura Kim, son assistante juridique, au cours de l'année écoulée. Signez les papiers et passons à autre chose. La main de Sophia s'arrêta en plein mouvement, la spatule suspendue au-dessus de la poêle, mais elle ne se retourna pas. Ses épaules, toujours légèrement voûtées comme si elle cherchait à se faire plus petite, restèrent parfaitement immobiles. Les crêpes commencèrent à brûler sur les bords, embaumant la cuisine d'une odeur âcre de pâte brûlée. « Il n'y a rien à discuter », poursuivit Alex en enfilant sa veste, cette veste gris anthracite de grande valeur que Sophia avait économisée pendant 3 mois pour lui offrir à Noël. « Tu savais dès le départ que ce mariage était une erreur. Regarde-toi. Regarde où tu en es. J'ai 32 ans, je gagne un salaire à 6 chiffres chez Lawson & Partners, et je vis comme si j'étais encore étudiant. » La vérité était tout autre, mais Alex avait tellement réinterprété la réalité qu'il finissait par croire à sa propre version. 5 ans plus tôt, il était un jeune diplômé en droit qui peinait à joindre les 2 bouts, croulant sous les dettes, et travaillait comme collaborateur junior dans un cabinet qui le remarquait à peine. Sophia avait été secrétaire dans la même entreprise, discrète et sans prétention. Mais un jour, dans la salle de pause, elle lui avait souri, et il s'était senti suffisamment seul pour lui rendre son sourire. Leur idylle avait été brève. 3 mois de rendez-vous autour d'un café et de sortie au cinéma avant qu'Alex ne la demande en mariage, non pas par amour fou, mais parce que Sophia lui semblait une présence rassurante. Elle n'était pas exigeante, ne posait pas de questions, n'avait besoin ni de restaurants chics ni de cadeaux ostentatoires. Elle avait même proposé de continuer à travailler après leur mariage, contribuant aux dépenses du foyer avec son modeste salaire, tandis que les prêts étudiants d'Alex engloutissaient ses revenus. Mais au cours de ces 5 années, la carrière d'Alex avait pris son envol. Il avait remporté quelques procès, impressionné les bons associés, et soudain, le jeune collaborateur en difficulté était devenu quelqu'un d'avenir. Laura Kim l'avait remarqué, jeune, ambitieuse, issue d'une famille fortunée propriétaire d'une chaîne de concessions automobiles de luxe dans la région. Elle avait clairement manifesté son intérêt lors de la fête de Noël de l'entreprise, 8 mois auparavant, et Alex avait cessé de la considérer comme une partenaire pour la voir comme un point d'ancrage. « Le loyer est payé jusqu'à la fin du mois », dit Alex en consultant sa montre. Une Rolex que Laura lui avait offerte pour son anniversaire, cachée dans son bureau au travail, car Sophia ne devait jamais le savoir. « J'ai déjà trouvé un appartement à Society Hill. Un immeuble de luxe avec concierge et tout le confort. Tu peux rester ici ou retourner d'où tu viens. Franchement, ça m'est égal. » Sophia finit par se retourner,
le visage impénétrable. Elle avait 30 ans, mais paraissait plus jeune sous certains éclairages. Ses cheveux au beurre n'étaient simplement coiffés en queue de cheval et ses yeux noisettes semblaient toujours se perdre dans le vague. Elle portait un cardigan bleu délavé sur un simple t-shirt blanc, et son jean était rapiécé aux genoux. Non pas usé à la mode, mais véritablement rafistolé et réparé. « Tu as déjà trouvé un nouvel endroit », répéta doucement Sophia, d'une voix à peine audible. Ce n'était pas une question, mais une confirmation, comme si elle prenait des notes. « Ne complique pas les choses, » dit Alex en attrapant sa mallette. « Je demanderai à mon avocat d'envoyer les documents officiels. Nous sommes tous les deux adultes. Nous pouvons régler ça comme des gens civilisés. » Ce qu'Alex ignorait, ce qu'il ne pouvait savoir car Sophia avait passé 5 ans à dissimuler soigneusement chaque détail de son passé, c'est que son lieu d'origine était un domaine du Montana s'étendant sur 2800 hectares de terre vierge. Son père, Robert Hay, était un homme obsédé par la discrétion, qui avait bâti une fortune si immense et si bien cachée que même Forbes ignorait son existence. La fortune de Robert Hay ne provenait ni de start-ups technologiques à succès ni de sociétés cotées en bourse. Il avait plutôt passé 40 ans à acquérir discrètement des droits miniers sur les terres rares sur 6 continents, créant des sociétés écrans et des fonds fiduciaires si complexes que même le fisc américain n'arrivait pas à les retracer intégralement. Il possédait des mines de lithium en Bolivie, des gisements de terres rares en Mongolie et des réserves de thorium en Inde qui alimenteraient la prochaine génération de réacteurs nucléaires. Sa fortune, si tant est qu'on ait pu la calculer, dépassait les 200 milliards de dollars. Mais personne ne pouvait la calculer, car Robert Hay avait conçu son empire pour qu'il reste invisible. Sophia était son unique enfant, mais Robert l'avait élevée d'une manière bien différente de celle de la plupart des milliardaires. Il lui avait fait l'école à la maison jusqu'à l'âge de 16 ans, lui enseignant les mathématiques, la philosophie et l'art de l'observation. Il lui avait interdit d'utiliser le nom de famille en public, insistant pour qu'elle porte le nom de jeune fille de sa mère, Thompson, dans toute fonction officielle. Il lui avait constitué un modeste fonds de placement pour subvenir à ses besoins, 50 000 $ par an, une rente confortable sans être extravagante, et l'avait envoyé se débrouiller seul avec des instructions précises. Apprends à connaître les gens tels qu'ils sont vraiment. Robert avait dit à Sophia pour son 18e anniversaire, ses mains burinées tenant les siennes par-dessus la table en chêne de son bureau du Montana. Ce n'est pas ce qu'ils prétendent être quand ils vous croient précieux, mais ce qu'ils deviennent quand ils vous considèrent comme sans valeur. C'est la seule vérité qui compte au monde. Sophia avait donc déménagé à Philadelphie sous une fausse identité, trouvé un emploi de secrétaire et s'était délibérément présentée comme une personne ordinaire. Elle avait rencontré Alex, perçu son ambition et son insécurité, et avait pris la décision calculée de l'épouser, non par amour, mais dans le cadre d'une expérience suggérée involontairement par son père. Elle voulait voir quel genre d'homme il deviendrait s'il pensait qu'elle n'avait rien d'autre à lui offrir qu'elle-même. La réponse, en fin de compte, fut cruelle. Alex avait commencé par des remarques désobligeantes, des commentaires sur son apparence, des suggestions qu'elle pourrait faire mieux pour son physique. Puis vint le contrôle des finances. Alex insistait pour gérer tout leur argent car, selon lui, tu n'es pas douée avec les chiffres, Sophia. La distance émotionnelle s'installa ensuite. Des soirs où il rentrait tard, embaumant un parfum coûteux. Les week-ends où il disparaissait pour des conférences professionnelles ne nécessitant aucun bagage, Sophia avait tout consigné, non par colère, mais avec la même curiosité détachée qu'un scientifique observant une expérience ratée. Elle tenait un journal, rédigé en sténographie, comme son père le lui avait appris, où elle relatait la transformation d'Alex, d'un garçon timide mais bienveillant à un homme accompli et insensible. Elle nota la date exacte où il avait cessé de l'embrasser pour lui dire au revoir. Le moment précis où il avait commencé à répondre à ses questions avec irritation plutôt qu'avec patience, l'après-midi même où il l'avait traitée de pathétique pour la première fois. Et malgré tout, elle avait conservé sa vie modeste, son calme imperturbable, son apparente impuissance, car l'expérience n'était pas encore terminée. Elle avait besoin de voir jusqu'où Alex irait, jusqu'où il révélerait sa véritable nature en pensant qu'il n'y aurait aucune conséquence. À présent, en le voyant franchir le seuil de leur porte pour la dernière fois en tant que son mari, Sophia comprit que l'expérience touchait à sa fin. 3 semaines plus tard, Sophia était assise dans la salle d'audience 4B du tribunal des affaires familiales de Philadelphie, vêtue de la même robe de seconde main qu'elle portait à son mariage 5 ans auparavant. Alex était assis en face de son avocat, Jonathan Hale,
un homme élégant d'une cinquantaine d'années, manifestement chargé de traiter l'affaire comme une simple dissolution de mariage sans enfant entre deux personnes aux ressources limitées. Alex, quant à lui, paraissait prospère dans un costume bleu marine qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de Sofia. Il s'était fait couper les cheveux chez ce coiffeur de luxe de Rittenhouse Square, et ses chaussures en cuir italien brillaient comme un miroir. Laura était assise dans la galerie derrière lui, sa main effleurant parfois son épaule dans un geste de soutien qui, en réalité, signifiait qu'elle s'appropriait le dossier. La juge Patricia Patterson examina les pièces du dossier avec l'air las de celle qui avait présidé des centaines d'affaires similaires. Elle avait 63 ans, les cheveux blonds, et était connue pour son approche pragmatique du droit familial. La plupart des divorces qu'elle traitait étaient des affaires fastidieuses. Partage des biens, bataille pour la garde des enfants, querelle concernant la meilleure voiture. Cela semble simple, dit la juge Patterson en feuilletant les documents. Pas d'enfants, pas de biens communs importants, aucune pension alimentaire n'est demandée par l'une ou l'autre des parties. Thompson, vous demandez le divorce pour incompatibilité d'humeur. Madame Thompson, vous ne contestez pas. C'est bien cela? C'est exact, votre honneur, répondit Sofia d'une voix douce, les mains jointes sur les genoux. Alex eut un sourire en coin et se pencha pour murmurer quelque chose à Jonathan Hale, ce qui fit rire les deux hommes. Sofia savait lire sur les lèvres, une autre compétence que son père avait insisté pour qu'elle apprenne, et elle vit Alex prononcer les mots « divorce le plus facile de l'histoire ». Cependant, le juge Patterson poursuivit. « J'ai reçu des documents inhabituels déposés hier soir, un avis concernant la succession de Robert est décédé il y a 2 semaines. » L'expression de Sofia resta impassible, mais au fond d'elle, elle ressentait la douleur familière du chagrin. Elle avait soigneusement compartimenté ses émotions. Son père était décédé d'une crise cardiaque dans sa maison du Montana, entouré des livres et des cartes qu'il chérissait plus que tout. Elle avait pris l'avion pour des funérailles privées, prétextant rendre visite à une tante malade, et avait passé 3 jours à arpenter la propriété de son enfance, faisant ses adieux à la seule personne qui l'ait jamais vraiment comprise. « Je suis désolé, votre honneur », intervint Jonathan Hale. « Mais quel rapport entre un inconnu décédé et le divorce de ma cliente ? » « C'est ce que je vais déterminer, » répondit le juge Patterson. « Madame Thompson, Robert est-il votre père ? » « Oui, votre honneur, » confirma Sofia. Le sourire narquois d'Alex s'effaça. Il ne s'était jamais renseigné sur la famille de Sofia, ne s'était jamais intéressé à son passé au-delà du strict minimum. Elle lui avait dit que ses parents étaient morts, ce qui était désormais vrai, et il n'avait jamais cherché à en savoir plus car, au fond, son passé lui était indifférent. Et le testament de monsieur et vous désigne comme son unique bénéficiaire. Oui, votre honneur. Jonathan Hale se leva, sa confiance d'antan s'évaporant. Monsieur le juge, je dois demander une brève suspension d'audience pour consulter mon client. Il s'agit d'informations nouvelles qui ont une incidence importante sur. Asseyez-vous, monsieur Hale, dit la juge Patterson d'un ton sec. Le testament a été déposé en bonne et due forme et dans les délais. Le fait que vous et votre client n'ayez pas vérifié les antécédents de Madame Thompson n'est pas du ressort du tribunal. J'ai reçu l'autorisation du tribunal des successions du Montana de lire les extraits pertinents du testament de Monsieur Hay, qui concerne directement la dissolution de ce mariage et le partage des biens. Le visage d'Alex s'était décomposé. Il se tourna vers Sofia, la regardant vraiment pour la première fois depuis des mois. Elle soutint son regard de ses yeux noisettes calmes, impassibles. La juge Patterson sortit un document relié cuir qui ressemblait davantage à un grimoire ancien qu'à un acte juridique. Elle l'ouvrit avec précaution, et même de l'autre bout de la salle d'audience, Sofia put distinguer les tranches dorées. « Moi, Robert Jonathan Hay, » commença le juge Patterson, saint d'esprit et de corps, établi par les présentes mon testament en faveur de ma fille Sophia Marie Reynolds, connue publiquement sous le nom de Sophia Thompson pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Je lègue l'intégralité de mes biens, possessions et actifs, y compris, mais sans illimité. La lecture de la liste a duré 7 minutes. 7 minutes de droits miniers, de biens immobiliers, d'investissements d'entreprises, de fonds fiduciaires, de comptes offshore, de collections d'art et de propriétés privées réparties sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. La voix de la juge Patterson se fit de plus en plus rauque à mesure qu'elle lisait, s'interrompant parfois pour vérifier qu'elle lisait correctement les chiffres.
L'avocat d'Alex était resté complètement silencieux, son stylo de valeur lui ayant échappé des mains pour tomber sur le sol du tribunal. Laura s'était penchée en avant sur son siège, la bouche grande ouverte, et Alex lui-même semblait sur le point de vomir, sa confiance d'avant ayant fait place à une horreur naissante. La valeur totale estimée de la succession de Robert est, conclut le juge Patterson. Sa voix trahissait un choc qu'elle ne pouvait dissimuler. Sa fortune s'élevait à environ 214 milliards de dollars, faisant de Sophia Thompson l'une des femmes les plus riches du monde. La salle d'audience s'est emparée de murmures, mais Sophia est restée parfaitement immobile, les mains toujours jointes, son expression inchangée. « Votre honneur » a balbutié Jonathan Hale, retrouvant enfin sa voix. « Cela change tout, évidemment. Nous devons demander un report, une réévaluation du partage des biens. La Pennsylvanie applique le principe de la répartition équitable et ma cliente. » « Votre cliente n'a droit à absolument rien », interrompit le juge Patterson. Car, selon le contrat prénuptial déposé avec le testament de Monsieur Hay, un contrat que le père de Madame Thompson avait préparé et fait notarier avant son mariage. Tous les biens de Sophia Reynolds, présents et futurs, y compris tout héritage, sont expressément considérés comme des biens propres. L'accord a été signé par les deux parties il y a 5 ans. Le visage d'Alex passa de pâle à écarlate. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé. Mais malgré ses protestations, Sophia vit le souvenir lui revenir. Le jour de leur mariage, au tribunal 3 étages plus bas, un avocat qu'elle avait présenté comme s'occupant de la petite succession de ma mère leur avait demandé de signer des papiers. Alex les avait à peine regardés, trop pressé d'arriver au dîner de mariage, trop convaincu que Sophia n'avait rien de précieux à protéger. Il avait signé sans lire, et Sophia s'y attendait. Le contrat prénuptial est valide et exécutoire, a déclaré le juge Patterson. Monsieur Thompson, vous avez droit à exactement ce que vous avez apporté au mariage, soit, selon les documents déposés, environ 47 000 $ de dettes de prêt étudiant, désormais remboursées, ainsi qu'à vos revenus personnels perçus pendant le mariage, qui figurent déjà sur vos comptes séparés. Madame Thompson a droit à son héritage et à tous les biens qu'elle possédait séparément. Alex se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est absurde. Vous ne pouvez pas. Elle me ment depuis 5 ans. Elle a fait semblant d'être pauvre, de n'être personne, et elle l'était depuis le début. C'était une femme dont le père lui avait inculqué la sagesse, dit le juge Patterson d'une voix calme, regardant Sophia avec une sorte de respect. Et vous, monsieur Thompson, tu lui as montré ton vrai visage alors que tu la croyais démunie. Le tribunal prononce le divorce comme demandé. Tous les biens seront partagés conformément au contrat de mariage. Affaire classée. Le verdict tomba avec une force telle qu'il sembla faire vibrer Alex tout entier. Mais ce que Sophia fit ensuite le brisa véritablement. Elle aurait pu quitter le tribunal, empocher son héritage et disparaître dans la vie de luxe à laquelle elle avait toujours eu droit. Au lieu de cela, Sophia se leva, lissa sa robe d'occasion et s'approcha d'Alex, figé sur place. « Je veux que vous compreniez quelque chose », dit doucement Sophia, sa voix résonnant dans la salle d'audience désormais silencieuse. « Chaque jour de notre mariage, j'avais le pouvoir de mettre fin à votre carrière d'un simple coup de fil. Chaque soir où vous rentriez tard, imprégné de son parfum, j'aurais pu passer un coup de fil au directeur associé de Lawson & Partners. Mon père possédait 18% de la société par le biais d'une société écran, et tu aurais été au chômage dès le lendemain matin. » Les yeux d'Alex s'écarquillèrent. « Tu savais pour Laura. Je savais tout, Alex. Je savais pour la Rolex qu'elle t'a offerte et que tu caches dans le tiroir de ton bureau. Je savais pour l'appartement que tu loues à Society Hill depuis 3 mois, et non 3 semaines. Je savais que tu avais détourné 7 000 $ de notre compte joint pour payer son voyage d'anniversaire aux Bahamas. » Jonathan Hale laissa échapper un son étouffé, conscient des conséquences juridiques des révélations de Sophia. « Mais je n'ai pas passé cet appel, » poursuivit Sophia. « Parce que je voulais voir jusqu'où tu irais. Je voulais consigner chaque instant de cruauté, chaque indifférence, chaque fois que tu m'as fait me sentir inutile. Car mon père m'a appris que la vérité sur une personne n'apparaît que lorsqu'elle pense être à l'abri des conséquences. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit carnet en cuir usé par 5 années d'écriture quotidienne. Tout y est consigné. Date, heure, témoin, relevé bancaire, votre détournement de fonds, votre liaison,
votre utilisation abusive des ressources du cabinet pour impressionner Laura, les dossiers clients que vous lui avez partagés alors qu'elle n'avait aucune habilitation de sécurité. Alex voulut prendre le journal, mais Sophia le lui retira. Je ne te le donne pas. Je le remets au barreau de Pennsylvanie, accompagné d'une déclaration sous serment. Ta carrière d'avocat est terminée, Alex. Non pas parce que tu as divorcé, mais parce que tu es un voleur et un escroc qui a violé à maintes reprises le secret professionnel et les règles déontologiques. Tu ne peux pas faire ça, murmura Alex. Mais sa voix manquait de conviction. Il savait qu'elle en était capable, et pire encore, il savait qu'elle le ferait. Je l'ai déjà fait, répondit Sophia. Les documents ont été déposés ce matin, mais ce n'est pas ce qui va vous hanter. Elle s'approcha, suffisamment près pour que seul Alex puisse entendre ses paroles suivantes, mais Sophia modula sa voix pour que le sténographe puisse les retranscrire. Le cabinet Lawson & Partners sera racheté le mois prochain par une société appelée Cascade Legal Holdings. L'associé gérant pense qu'il s'agit d'un rachat d'entreprise classique, mais Cascade est l'une de mes sociétés, l'une des centaines que mon père m'a léguées. Je vais devenir propriétaire du cabinet où tu as bâti ta carrière, Alex. Et chaque jour, lorsque tu chercheras un nouvel emploi avec un barreau suspendu et une réputation de manquement à la déontologie, tu te souviendras que tu avais une femme qui t'aimait suffisamment pour t'épouser alors que tu n'étais personne. Je ne t'ai jamais aimé, dit Alex d'une voix étranglée, désespérée. Je sais, répondit simplement Sophia. Mais je voulais voir si tu pouvais apprendre. Mon père disait toujours que le vrai caractère ne se révèle pas quand on essaie d'impressionner les autres. Il se révèle quand on pense être seul. Tu croyais que je n'étais personne, Alex, et tu m'as montré qui tu es vraiment. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte du tribunal, jetant un dernier regard en arrière. Le père de Laura Kim, soit dit en passant, est en faillite. Ses concessions automobiles sont saisies. Il avait contracté d'importants emprunts en les hypothéquant pour financer un projet d'expansion qui a échoué. Elle sera ruinée à Noël et elle ne s'intéresse à toi que parce qu'elle te croit riche. Quand elle découvrira que tu es sur le point de tout perdre, elle te quittera plus vite que tu ne me quittes maintenant. Mais tu le sauras pendant les prochains mois, tandis que tu verras ta vie s'effondrer, impuissant. Les informations concernant les concessions automobiles de la famille Kim étaient exactes. Sophia les avait vérifiées 2 jours auparavant grâce au réseau de renseignements commerciaux de son père. Laura l'ignorait encore et ne le saurait que dans un mois, lorsque la procédure de saisie serait rendue publique. Mais d'ici là, Alex serait déjà ruiné. Sophia quitta la salle d'audience, laissant derrière elle un homme dont les regrets commençaient à peine à se dessiner. Un homme qui passerait le reste de sa vie à repasser en boucle leur mariage et à enfin comprendre tous les signes qu'il avait ignorés. La Sophia Thompson qui sortit du tribunal n'était plus la même femme qu'à son arrivée. Elle avait abandonné son cardigan terne, ses épaules voûtées, sa voix douce, un rôle qu'elle avait joué pendant 5 ans. À leur place était apparue Sophia Reynolds, fille de Robert Ray, à la tête d'un empire commercial international. Mais la transformation ne s'était pas faite d'un coup, et elle ne s'était pas déroulée comme Alex l'avait imaginé. 3 mois après son divorce, Sophia vivait toujours dans le même petit appartement, bien qu'elle soit désormais propriétaire de l'immeuble et qu'elle ait discrètement remboursé les prêts hypothécaires de tous les locataires. Elle continuait à fréquenter les friperies, mais donnait maintenant 10 fois plus que ce qu'elle dépensait à des refuges pour sans-abri de Philadelphie. Elle portait toujours ses cheveux simplement attachés en queue de cheval, bien qu'elle ait commencé à prendre des cours de violon dans un conservatoire prestigieux, comme son père l'avait toujours souhaité. Mais elle n'en avait jamais eu le temps pendant son expérience. La vengeance contre Alex se déroula exactement comme Sophia l'avait prédit. Le barreau suspendit son inscription au barreau pour 2 ans, dans l'attente d'une enquête approfondie sur les manquements à la déontologie. Après avoir découvert son détournement de fonds et l'utilisation abusive des dossiers clients, Lawson et ses associés l'ont immédiatement licencié et ont menacé de poursuites pénales s'il ne remboursait pas les sommes volées, intérêts compris. Laura Kim l'a quitté par SMS 3 semaines après le divorce, au moment même où les difficultés financières de sa famille étaient révélées au grand jour, et s'est fiancée à un gestionnaire de fonds spéculatifs 1 mois plus tard. L'appartement de luxe d'Alex a fait l'objet d'une saisie immobilière. Sa voiture, en location et non à sa charge, malgré ce qu'il avait affirmé à tous, fut saisie. Sa réputation professionnelle, si soigneusement bâtie, s'évapora lorsque la nouvelle de ses agissements se répandit dans le milieu juridique de Philadelphie.
Mais le plus cruel, ce qui fit naître chez Alex des regrets éternels, n'était ni la ruine financière ni la disgrâce professionnelle. C'était la certitude que Sofia l'avait observée depuis le début, qu'elle avait choisi de l'aimer malgré toutes les raisons de ne pas le faire, et qu'il avait été trop aveugle et arrogant pour voir ce qu'il avait. 6 mois après le divorce, Alex se retrouva à travailler comme assistant juridique dans un petit cabinet d'avocats spécialisé dans les préjudices corporels, dans le nord-est de Philadelphie, le même type de poste subalterne qu'il avait occupé juste après avoir obtenu son diplôme de droit. Son patron avait 28 ans, plus jeune que lui, et le traitait avec la même désinvolture qu'Alex avait autrefois manifesté envers Sofia. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur un document à rendre avant minuit, Alex aperçut Sofia aux informations locales. Elle était interviewée au sujet de la nouvelle fondation qu'elle avait créée, la Fondation Robert et pour l'éducation financière et le soutien aux familles. La fondation faisait don de 200 millions de dollars pour aider les familles à faible revenu de Philadelphie en leur offrant une aide juridique, des formations professionnelles et une éducation financière. Mon père m'a appris que la richesse ne vaut rien si on ne l'utilise pas pour aider les autres, a déclaré Sofia lors de l'entretien, d'une voix posée et éloquente qu'Alex ne lui avait jamais entendu s'exprimer. Et mes propres expériences m'ont appris que les gens ont besoin de soutien, qu'ils ont besoin de prendre conscience de leurs valeurs, indépendamment de leurs finances. Trop de gens sont sous-estimés, ignorés ou considérés comme sans valeur parce qu'ils ne présentent pas de signes évidents de réussite. Je veux changer cela. L'intervieweur a demandé à Sofia si son récent divorce avait influencé son engagement philanthropique. Sofia a souri, d'un sourire sincère qu'Alex ne lui avait jamais vu durant leur mariage. Tout ce que nous vivons nous façonne, a-t-elle déclaré avec précaution. Mon mariage m'a appris de précieuses leçons sur la nature humaine, sur ce que les gens révèlent lorsqu'ils pensent être seuls. Je suis reconnaissante de ces leçons, même si elles ont été douloureuses à apprendre. Alex a éteint la télévision, incapable de la regarder davantage. La jeune assistante juridique qui travaillait dans le box voisin, Jennifer, lui rappelait étrangement la personne que Sofia avait usurpée. Elle lui jeta un coup d'œil. « Ça va, Alex ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Un truc du genre, marmonna Alex en reprenant le classement que son jeune patron critiquerait le lendemain, aussi bien fait soit-il. Cette nuit-là, incapable de dormir dans son studio d'un quartier qu'il avait autrefois traversé sans même y prêter attention, Alex fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait durant son mariage. Il tenta de se remémorer les bons moments passés avec Sofia, l'époque où le succès ne l'avait pas encore transformé en un homme cruel. Il se souvint de leur 3e rendez-vous, lorsque Sofia avait passé 2 heures à l'écouter parler de ses craintes concernant ses dettes d'études de droit et ses perspectives de carrière, sans lui offrir de solution, mais simplement sa présence et sa compréhension. Il se souvenait de leur nuit de noces dans une chambre d'hôtel miteuse, quand Sofia avait ri à ses blagues et lui avait dit croire en son potentiel. Il se souvenait du matin où il avait réussi l'examen du barreau, comment Sofia avait été la première personne qu'il avait appelée, et comment elle avait pleuré de joie à son succès. À quel moment avait-il cessé de la voir comme une personne pour commencer à la percevoir comme un obstacle? Quand son soutien discret était-il passé, à ses yeux, de précieux à insignifiant? Alex était incapable de déterminer l'instant précis, et cette incapacité à identifier le moment où il avait perdu son humanité le terrifiait plus encore que les conséquences professionnelles ou la ruine financière. 1 an après le divorce, Alex reçut une lettre sur un papier à en-tête couleur crème de grande qualité. L'expéditeur était la fondation Robert Ray, mais en l'ouvrant, il découvrit un mot manuscrit de Sofia. « Alex, j'ai appris que tu as terminé tes cours de remise à niveau en déontologie et que la suspension de ton permis sera réexaminée le mois prochain. J'ai choisi de ne pas m'opposer à votre réintégration et j'ai chargé mes avocats d'adresser une lettre au barreau attestant que vous avez remboursé l'intégralité des fonds détournés, intérêts compris, et que je considère l'affaire comme close. Il ne s'agit pas d'un pardon. Vous devrez le trouver par vous-même. Je tourne simplement la page et je vais de l'avant. Mon père disait souvent que nourrir de la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. Je choisis de ne pas m'empoisonner avec un ressentiment persistant. J'espère que tu as tiré des leçons de notre mariage, Alex. J'espère que tu deviendras un homme qui reconnaît la valeur des gens, indépendamment de leur statut social ou de leur situation financière. J'espère que tu trouveras quelqu'un que tu traiteras avec un respect sincère, non pas parce qu'il a du pouvoir sur toi, mais parce que tu auras enfin acquis la maturité nécessaire pour reconnaître que chaque personne mérite la dignité humaine fondamentale.
Tu m'as montré qui tu étais quand tu pensais que je n'étais rien. Fais en sorte que la prochaine personne qui t'aime voie en toi quelque chose de meilleur. Sophia. Alex lut la lettre 17 fois cette nuit-là, et chaque lecture lui révéla de nouvelles nuances de sens qu'il était trop absorbé par lui-même pour saisir auparavant. Sophia ne s'était pas contentée de consigner sa cruauté. Elle lui avait offert une chance de se racheter, avait renoncé à la vengeance qu'elle aurait pu poursuivre, avait choisi de le libérer des conséquences qu'elle seule maîtrisait. Et cette clémence, ce choix délibéré de cesser de le punir alors qu'elle avait pleinement le droit de continuer, a brisé Alex plus profondément que n'importe quelle vengeance continue, car cela signifiait que Sophia passait véritablement à autre chose, qu'elle ne se souciait plus suffisamment de maintenir sa colère, qu'elle avait véritablement tourné la page sur un chapitre où Alex avait été un personnage principal, mais s'était réduit à une simple note de bas de page par ses propres choix. 5 ans après le divorce, Alex assista à une conférence juridique à Philadelphie. Son permis d'exercer avait été rétabli sous conditions probatoires, et il avait lentement reconstruit une modeste activité axée sur le droit de la famille, un travail qu'il avait autrefois considéré comme indigne de lui, mais qu'il trouvait désormais significatif d'une manière que ses ambitions dans le monde des affaires n'avaient jamais eue. À la conférence, il aperçut Sophia de l'autre côté d'une salle de bal bondée. Elle discutait avec un homme qu'Alex ne connaissait pas, un homme distingué, probablement d'une quarantaine d'années, portant une alliance assortie à celle de Sophia à la main gauche. Ils se tenaient côte à côte, dans une intimité confortable, comme le font ceux qui apprécient sincèrement la compagnie l'un de l'autre, et lorsque l'homme prit la parole, Sophia laissa échapper un rire franc et spontané, la tête renversée en arrière. Alex sentit quelque chose se briser en lui. Pas vraiment un chagrin d'amour, car il n'avait jamais aimé Sophia d'un amour si profond qu'il puisse véritablement la briser, mais plutôt l'éclatement définitif de l'illusion qu'il entretenait depuis des années. L'illusion que Sophia était le problème, que leur mariage avait échoué parce qu'elle n'était pas à la hauteur, que sa réussite lui donnait droit à mieux. En voyant Sophia à présent, confiante, rayonnante, véritablement heureuse avec quelqu'un qui la chérissait visiblement, Alex comprit avec une clarté parfaite ce qu'il avait détruit par son arrogance et sa cruauté. Non seulement un mariage, mais aussi la possibilité de devenir la personne digne d'une femme comme Sophia. Elle l'aperçut de l'autre côté de la salle de bal, et leurs regards se croisèrent un instant. L'expression de Sophia resta impassible. Ni colère, ni triomphe, pas même de curiosité. Juste un bref signe de reconnaissance, un hochement de tête discret, puis son attention se reporta sur son mari, oubliant Alex aussi définitivement qu'il l'avait ignoré. Ce rejet, cette indifférence absolue, furent le coup de grâce, car Alex comprit que la vengeance de Sophia ne résidait ni dans la ruine professionnelle, ni dans les conséquences financières, ni même dans la révélation de ses défauts de caractère. Sa vengeance avait été de connaître un bonheur authentique et véritable, tandis qu'Alex restait prisonnier de ses regrets. 10 ans après le divorce, Alex lut dans le Wall Street Journal que Sophia Reynolds Brooks, qui avait pris le nom de son second mari, avait été désignée comme l'une des philanthropes les plus influentes au monde. L'article détaillait le travail de sa fondation dans 40 pays. Les pays, les dizaines de milliers de vies transformées par ses programmes, les approches novatrices de lutte contre la pauvreté et les inégalités qu'elle avait financées. Une citation de Sophia, vers la fin de l'article, fit poser sa tasse de café à Alex, qui contempla le paysage par la fenêtre de son modeste bureau. J'ai appris très tôt que chaque personne que nous rencontrons nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Certaines personnes nous enseignent la bonté et la loyauté. D'autres nous apprennent notre capacité à endurer, à observer et à grandir grâce à des expériences douloureuses. Je suis reconnaissante envers tous mes professeurs, même ceux qui m'ont inculqué des leçons difficiles, car ils ont fait de moi une personne capable d'utiliser de grandes ressources pour aider les autres. Alex savait qu'il était l'un de ces professeurs difficiles, et la conscience d'avoir été réduit à une leçon, à une mise en garde dans le parcours de Sophia vers l'épanouissement personnel, le remplissait d'un regret si profond qu'il était devenu une part indélébile de son identité. Il n'a jamais. Il s'était remarié. Il avait bâti une entreprise florissante, accomplissait un travail enrichissant et trouvait même des moments de satisfaction professionnelle. Mais à chaque nouvelle rencontre, à chaque fois qu'une relation semblait prometteuse, Alex se surprenait à comparer son comportement à celui qu'il avait eu avec Sophia. Il remettait sans cesse en question ses propres motivations, se demandant s'il s'intéressait réellement à ces femmes ou s'il était simplement attiré par ce qu'elles pouvaient lui apporter. La paranoïa, le doute, la remise en question incessante de sa propre personne.
autant de sentiments qui accompagnaient constamment Alex. Une punition que Sofia ne lui avait jamais explicitement infligée, mais qu'il s'était lui-même infligée en prenant pleinement conscience de ses actes. 20 ans après le divorce, Alex apprit que Sofia était décédée à 52 ans des suites d'un anévrisme cérébral soudain. Elle laissait derrière elle son mari, 3 enfants, un héritage philanthropique exceptionnel et une fondation qui perpétuerait son œuvre pour des générations. La nécrologie du New York Times, longue de 3 pages, retraçait une vie marquante et riche de sens. Alex la lut, les larmes aux yeux. Vers la fin, un passage était consacré à la jeunesse de Sofia, avec une seule phrase sur son premier mariage. Les expériences vécues par Reynolds durant cette période, bien que difficiles, ont façonné sa compréhension de la nature humaine et influencé sa philosophie philanthropique ultérieure. C'est tout. Alex, quant à lui, était réduit à une période difficile dans une vie si riche de sens et d'accomplissement que leurs 5 années de mariage n'ont droit qu'à une seule phrase. Mais ce qui a le plus bouleversé Alex, ce n'était pas la brièveté de la mention. C'était une citation du second mari de Sofia, Michael Brox, à propos de ce qui l'avait attiré chez elle. « Je suis tombé amoureux de Sofia parce qu'elle voyait les gens avec lucidité. Elle comprenait que chacun révèle sa véritable nature au quotidien par ses choix et ses actions, et elle y prêtait attention. Elle n'exigeait pas la perfection, mais elle tenait à ce que les gens soient authentiques. Elle m'a appris que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de le voir tel qu'il est et de l'aimer malgré tout, ou, tout aussi important, de le voir tel qu'il était d'avoir la sagesse de s'éloigner. » Alex a assisté aux obsèques de Sofia, assis au fond d'une cathédrale pouvant accueillir 3000 personnes. Les orateurs se sont succédés pour évoquer l'influence de Sofia sur leur vie, sa générosité, sa sagesse, son rire, son intérêt sincère pour chaque personne rencontrée, sans distinction de statut social ou de position. Et Alex, assis là, comprenait qu'il connaissait Sofia depuis 5 ans, qu'il avait été marié à elle, qu'il avait partagé une maison et une vie avec elle, et pourtant, il ne l'avait jamais vraiment connue. Il était tellement occupé à la repousser, tellement absorbé par ses propres ambitions et ses insécurités, qu'il n'avait absolument pas remarqué la personne extraordinaire qui vivait juste à côté de lui. Le regret qu'Alex Thompson a porté toute sa vie n'était pas lié à l'argent perdu, ni aux dommages causés à sa carrière, ni même aux conséquences professionnelles que Sofia avait engendrées. C'était la certitude qu'on lui avait offert quelque chose de précieux. Une femme qu'il avait aimée au point de l'épouser alors qu'il n'était personne, qui avait eu la patience de lui laisser des années pour faire ses preuves, qui avait eu la sagesse de tout consigner pour qu'il ne puisse pas se mentir sur son parcours. Et il avait tout gâché parce qu'il avait confondu la valeur matérielle avec la valeur humaine. Parce qu'il avait cru que le succès lui donnait le droit d'être cruel, parce qu'il n'avait jamais retenu la leçon que le père de Sofia avait tenté de lui inculquer. C'est dans l'ombre que se révèle notre véritable nature. Alex est mort à 73 ans, ayant connu un succès modéré, respecté dans sa profession, mais finalement seul. Sa nécrologie occupait 3 paragraphes dans le Philadelphia Inquirer, et dans le dossier Manila contenant ses effets personnels se trouvait une copie usée des vœux de mariage de Sofia, qu'il avait conservés pendant 40 ans. Alex, je te promets de te voir clairement, de soutenir tes rêves, de croire en ton potentiel et d'aimer la personne que tu es capable de devenir. Je ne peux te promettre ni richesse, ni statut social, ni succès facile, mais je peux te promettre honnêteté, loyauté et un partenariat fondé sur un respect sincère. J'espère que cela te suffira. C'était plus que suffisant. Alex ne s'en était simplement pas rendu compte avant qu'il ne soit bien trop tard. La lettre arriva au bureau d'Alex Thompson un mardi matin d'octobre, 35 ans après le divorce qui avait marqué et bouleversé le cours de sa vie. Sa secrétaire, une femme compétente nommée Patricia, qui lui rappelait douloureusement celle que Sofia avait jadis prétendu être, déposa l'enveloppe sur son bureau parmi le courrier habituel. Mais celle-ci se distinguait, papier à en-tête couleur crème, d'un grammage élevé, orné du logo en relief de la Fondation Robert et dans un coin. Les mains d'Alex tremblèrent légèrement lorsqu'il l'ouvrit, comprenant aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une correspondance ordinaire de la Fondation. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite d'une élégante écriture qui n'appartenait pas à Sofia. 18 ans s'étaient écoulés depuis sa disparition, une perte qui avait laissé un vide immense dans la poitrine d'Alex, un vide qui ne s'était jamais vraiment comblé. La signature en bas de la lettre disait « Olivia et Brox ». Alex dut la lire 2 fois avant de comprendre, comme un coup de poing. La fille de Sofia, portant le nom de la femme qui avait contribué à détruire son premier mariage, mais transformé en quelque chose de totalement différent.
Une tentative délibérée de se réapproprier son identité, peut-être, ou simplement la façon dont Sophia voulait prouver que les noms ne définissaient pas le caractère. La lettre était brève. Monsieur Thompson, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Ou plutôt, je connais l'image que ma mère a donnée de vous dans ses journaux et ses lettres. Je vous écris car le mois prochain aurait été le 75e anniversaire de ma mère. La Fondation organise un colloque spécial consacré à la psychologie de la valeur et de la dignité humaine. Lors de mes recherches pour cet événement, j'ai découvert dans les archives personnelles de ma mère un document qui, je crois, vous appartient, ou du moins mérite d'être partagé avec vous. Elle m'a laissé des instructions. Si jamais j'estimais que vous aviez mérité de voir cela, je devais en juger. J'ai passé 6 mois à me demander si vous aviez mérité ce droit. Je ne sais toujours pas si c'est le cas, mais je sais que ma mère voudrait que je choisisse la bienveillance plutôt que la rancune. 6 juin, une lettre qu'elle a écrite mais jamais envoyée. La date laisse supposer qu'elle l'a composée environ 5 ans après votre divorce, durant une période de profonde introspection, d'après ses journaux. Libre à vous d'utiliser cette information comme bon vous semble. Mais je tenais à vous informer que la vision de votre mariage par ma mère était plus nuancée que ce que l'on a pu entendre publiquement. Respectueusement, Olivia A. Brox, directrice générale de la Fondation Robert A. La main d'Alex tremblait davantage lorsqu'il déplia la seconde lettre. Celle-ci était écrite de la main familière de Sophia, une écriture précise et soignée qu'il avait vue sur les listes de courses et les cartes d'anniversaire tout au long de leur mariage, mais à laquelle il n'avait jamais vraiment prêté attention. La date en haut indiquait le 15 juin, 5 ans après le divorce, et Alex fit le calcul automatiquement. Cela correspondait à peu près à la période où Sophia avait épousé Michael Brox. À peu près à la période où Alex l'avait vu à cette conférence juridique et avait réalisé tout ce qu'il avait perdu. Alex, j'ai écrit cette lettre une douzaine de fois et je l'ai déchirée une douzaine de fois. Mais mon thérapeute m'a suggéré que coucher ses pensées sur le papier pourrait m'aider à enfin tourner la page, même si je ne te les envoie jamais. Je veux que tu saches quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, pas même à Michael. Je ne me suis pas mariée. Je t'ai épousé parce que je croyais sincèrement que tu pouvais être différent. Mon père a passé toute mon enfance à me mettre en garde contre les gens qui me traiteraient différemment s'ils connaissaient notre fortune. Il avait raison sur bien des points, mais il était aussi marqué par ses propres expériences, et paranoïaque d'une manière malsaine. Quand je t'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un qui souffrait, quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui semblait capable d'une véritable bonté. Si seulement la vie cessait de le malmener. Je pensais que si je pouvais le soulager du stress financier, si je pouvais lui offrir un foyer stable, tu pourrais enfin t'épanouir et devenir la personne que je savais que tu pouvais être. Je pensais que l'amour et la stabilité pourraient transformer ton insécurité en confiance, sans cruauté. Je me suis trompée, mais pas comme tu l'imagines. Je me suis trompée parce que j'ai essayé de forcer le résultat au lieu de t'accepter tel que tu étais. Je me suis trompée parce que je t'ai observé comme un sujet d'étude au lieu de t'accompagner d'égal à égal. J'ai eu tort, car j'ai laissé la paranoïa de mon père corrompre ce qui aurait dû être une relation authentique. Tu as été cruel envers moi, Alex. C'est vrai, et je l'ai consigné par écrit. Et ces actes ont eu les conséquences que tu méritais. Mais je ne suis pas innocente dans l'échec de notre mariage. J'ai été malhonnête sur qui j'étais. J'ai caché des informations qui auraient pu changer ta vision de notre couple. Je t'ai mis à l'épreuve de façon injuste, même si tu as échoué lamentablement. Hier soir, Michael m'a demandé pourquoi j'étais si silencieux cette semaine, et je lui ai parlé de toi. Je lui ai tout raconté. Pas la version qui figure dans les documents du tribunal ni celle que j'ai rendue publique, mais la vérité, y compris ma propre part de responsabilité dans cette relation fondée sur le mensonge. Michael a dit quelque chose qui me hante. Tu cherchais une raison de donner raison à ton père. Tu voulais confirmer que personne n'était digne de confiance, alors tu as créé des conditions qui rendaient toute confiance impossible. Il a peut-être raison. J'ai peut-être autant saboté notre mariage que toi, mais différemment. Je t'écris, Alex, parce que je veux que tu saches que je te pardonne, non pas parce que tu me l'as demandé ou parce que tu le mérites, mais parce que garder rancune était épuisant et que je suis prête à y mettre fin. Mais surtout, je veux te dire quelque chose que j'aurais dû te dire pendant notre mariage. Je suis désolée. Je suis désolée de ne pas t'avoir parlé honnêtement de mon passé. Je suis désolée d'avoir considéré notre relation comme une expérience plutôt que comme un partenariat.
Je suis désolée d'avoir documenté tes pires moments sans jamais te donner la chance de te voir sous un autre jour et de choisir de devenir meilleur. Tu m'as montré qui tu étais vraiment quand tu pensais que je n'étais rien. Oui, mais je ne t'ai jamais donné l'occasion de me montrer qui tu aurais pu être si je t'avais fait confiance et dit la vérité. Je ne m'attends pas à ce que cette lettre change quoi que ce soit. Je n'attends ni apaisement, ni réconciliation, ni même de compréhension. J'avais simplement besoin de l'écrire pour reconnaître que l'histoire que nous racontons sur notre mariage, celle où tu es le méchant et moi la victime qui a pris sa revanche, est incomplète. Nous étions deux êtres blessés, chacun à sa manière. Toi, par la cruauté et le mépris. Moi, par la tromperie et la manipulation. Aucun de nous n'était innocent. J'espère que tu as trouvé la paix, Alex. J'espère que tu as appris à traiter les gens avec dignité, quelle que soit leur valeur apparente. J'espère que tu es devenue la personne que tu étais capable d'être quand je t'ai rencontrée, celle que je croyais exister sous toutes ses insécurités et ses peurs. Et j'espère qu'un jour tu pourras te pardonner, car je soupçonne que ce sera plus difficile pour toi que n'importe quelle conséquence extérieure que j'aurais pu t'infliger. Je choisis de croire que les gens peuvent changer, que nos pires moments ne nous définissent pas à jamais, que la bienveillance est plus forte que le jugement. Je choisis de croire que toi aussi, tu peux changer. Prends soin de toi, Sophia. Alex lut la lettre 3 fois, les larmes brouillant les mots à chaque lecture. Puis il la posa sur son bureau et contempla la silhouette de Philadelphie par la fenêtre, apercevant la ville sans vraiment la voir. Sophia avait eu raison sur tant de choses, mais elle s'était trompée sur un détail crucial. Alex n'avait pas changé. Pas vraiment. Il avait modifié son comportement, appris à mieux traiter les autres par crainte des conséquences plutôt que par véritable évolution, était devenu plus prudent plutôt que plus bienveillant. Le regret qui avait marqué sa vie pendant 35 ans prit une nouvelle dimension avec la lettre de Sophia. Ce n'était plus seulement le regret de ce qu'il lui avait fait. Il regrettait ce qu'ils auraient pu construire ensemble s'ils avaient été plus courageux, plus honnêtes, plus enclins à la vulnérabilité plutôt qu'à la protection. Patricia frappa à sa porte. « Monsieur Thompson, votre rendez-vous de 14 heures est arrivé. »« Annulez-le, » dit Alex d'une voix rauque. « Annulez tout aujourd'hui. » Il passa le reste de l'après-midi à écrire sa propre lettre, non pas à Sophia, qui était trop vieille pour la recevoir, mais à Olivia et Brox. Dans cette lettre, il reconnaissait tout, sa cruauté, son arrogance, son incapacité à évoluer, malgré toutes les raisons qui lui en donnaient. Mais il reconnaissait aussi la générosité de Sophia dans sa lettre sans parfum, la complexité qu'elle avait perçue, la grâce dont elle avait fait preuve, même s'il ne la méritait pas. « Ta mère avait raison, je n'ai pas vraiment changé, » écrivait Alex. Mais peut-être que connaître cette vérité, l'accepter pleinement, est le premier pas vers une véritable transformation, et non vers une simple façade. J'ai 67 ans et je découvre seulement maintenant des leçons que j'aurais dû apprendre à 32 ans. Dites aux étudiants de votre colloque qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à voir les gens avec lucidité, mais qu'il est tragique de perdre des décennies avant d'y parvenir. Dites-leur que chaque personne qu'ils rencontrent leur révèle sa véritable nature par ses actions. Et le plus beau cadeau que nous puissions offrir, c'est l'attention. Dites-leur que la valeur humaine ne se mesure ni à la richesse, ni au statut social, ni au pouvoir, mais à la façon dont nous traitons les autres quand nous pensons être seuls. Et dites-leur que parfois, les personnes que nous jugeons insignifiantes sont les plus importantes. Nous sommes simplement trop aveugles pour le voir. 3 semaines plus tard, Alex a reçu une invitation à prendre la parole lors du symposium. Il a failli refuser, persuadé de n'avoir rien d'intéressant à apporter. Mais la lettre d'Olivia l'a fait changer d'avis. La Fondation n'a pas besoin d'un autre intervenant qui a vu juste. Nous en avons déjà beaucoup. Nous avons besoin de quelqu'un qui ose reconnaître son erreur catastrophique. Quelqu'un capable d'expliquer le raisonnement qui a conduit à déshumaniser une autre personne. Qui peut servir d'exemple à méditer tout en démontrant que la prise de conscience, même tardive, a de la valeur. Ma mère a fondé cette organisation sur le principe que les vérités douloureuses sont plus instructives que les mensonges confortables. Êtes-vous prêt à incarner une vérité qui dérange ? Alex s'est tenu sur scène devant 400 dirigeants d'organismes à but non lucratif, travailleurs sociaux, enseignants et membres du personnel de fondation et a raconté son histoire. Non pas la version édulcorée, non pas la justification intéressée,
mais la vérité crue et dérangeante sur la façon dont il avait systématiquement déshumanisé sa femme parce qu'elle ne correspondait pas à son idéal de l'homme accompli. L'assistance est restée silencieuse pendant toute la durée de sa présentation de 20 minutes. Personne n'est parti avant la fin. Plusieurs personnes pleuraient visiblement. Pendant la séance de questions-réponses, une jeune femme d'une vingtaine d'années leva la main. « Monsieur Thompson, pensez-vous que vous auriez changé d'avis si Madame Reynolds vous avait dit la vérité sur sa fortune dès le départ ?» Alex réfléchit attentivement à la question, luttant contre l'envie de donner une réponse qui le mettrait en valeur. « Honnêtement, probablement pas. Je l'aurais bien traitée parce qu'elle avait du pouvoir, non parce qu'elle méritait la dignité humaine la plus élémentaire. J'aurais feint le respect plutôt que de le ressentir véritablement. Le fait que je l'ai si mal traitée alors que je la croyais sans défense révèle ma véritable nature à ce moment-là. Et Sophia a compris qu'elle avait créé les conditions qui me permettraient de révéler mon vrai visage. Et c'est ce qui s'est passé. Simplement, je n'ai pas aimé ce qui s'est révélé. » Une autre main se leva. « Penses-tu avoir vraiment changé ou est-ce que tu joues encore la comédie ? » « Je ne sais pas, » admit Alex, et cette franchise lui donna l'impression de se jeter dans le vide. « J'aimerais croire que j'ai changé, mais vouloir croire quelque chose ne le rend pas vrai. Ce que je sais, c'est que je suis désormais conscient de choses que je ne ressentais pas auparavant. Je m'interroge sur mes motivations. J'examine la façon dont je traite les autres. J'essaie de me surprendre à minimiser l'importance de quelqu'un. Si cette prise de conscience se traduit par un véritable changement ou simplement par une attitude plus sophistiquée, je ne saurais vous le dire. » L'animateur s'est avancé. Le temps est écoulé pour cette séance. « Monsieur Thompson, merci pour votre franchise. » Alors qu'Alex quittait la scène, Olivia et Brox s'approcha de lui. Elle avait 40 ans. Avec les yeux noisettes de Sophia et l'expression déterminée de son père, elle lui tendit la main. « Il a fallu du courage pour ça, » dit-elle simplement. « Votre mère en a eu, » répondit Alex. « Je n'avais plus d'excuses. » Olivia l'observa longuement, puis fouilla dans sa mallette et en sortit un petit carnet relié cuir. C'était le journal de ma mère, de l'année où elle t'a rencontré. Je l'ai lu une douzaine de fois pour essayer de comprendre ses choix. Il y a une entrée de votre 3e rendez-vous que je pensais que tu devrais voir. Elle ouvrit le carnet à une page marquée et le tendit à Alex. L'écriture de Sophia remplissait la page, plus jeune et plus optimiste que dans la lettre qu'il avait reçue. « Je suis allée prendre un café avec Alex aujourd'hui. Il a parlé pendant près de 2 heures de ses peurs et de ses rêves, et j'ai vraiment apprécié sa compagnie. Sous son anxiété se cache une douceur, une bonté qui, je crois, pourrait s'épanouir si les conditions étaient réunies. Papa dirait que je suis naïve, que je me prépare à être déçue. Mais je veux croire que les gens sont plus que leurs circonstances, que, avec de l'amour et de la stabilité, Alex pourrait devenir la personne qu'il est capable d'être. Peut-être que je me trompe. Peut-être que papa a raison de dire que chacun révèle sa vraie nature lorsqu'il pense être à l'abri des conséquences. Mais peut-être, juste peut-être, que la vraie nature d'Alex est meilleure que ce que sa peur et son insécurité lui permettent de montrer. Je vais l'épouser. Non pas parce que je suis follement amoureuse, mais parce que je veux nous donner à tous les deux la chance de prouver à papa qu'il a tort. Je veux croire que les gens peuvent être bons lorsqu'on leur en donne les moyens. J'espère avoir raison à son sujet. J'espère vraiment, vraiment avoir raison. » La vision d'Alex se brouillait tandis qu'il lisait. Sophia avait sincèrement espéré, sincèrement cru en son potentiel, sincèrement souhaité que leur mariage réussisse. Et il avait systématiquement anéanti cet espoir par sa propre cruauté et son arrogance. « Elle s'est trompée à ton sujet, » dit Olivia doucement en reprenant le journal. « Mais elle voulait tellement avoir raison. Et je crois que ce désir, cette capacité d'espérer, même quand tout semblait indiquer le contraire, c'est ce qui rendait ma mère extraordinaire. Elle croyait au potentiel des gens, même quand ils n'y parvenaient pas. »« Je suis désolée, » murmura Alex. « Je suis tellement désolée de l'avoir déçue. »« Je sais, » répondit Olivia. « Et je crois qu'à sa manière, ma mère savait que tu le deviendrais un jour. Elle n'a simplement pas vécu assez longtemps pour le voir. » Elles restèrent un instant silencieuses. 2 personnes liées par une femme qui avait profondément marqué leur vie. L'une par sa présence, l'autre par son absence. La Fondation met en place un nouveau programme de bourse. Olivia a conclu.
Nous recherchons des personnes qui ont appris des leçons difficiles sur la dignité et la valeur humaine, afin de travailler auprès de jeunes en difficulté et de les aider à comprendre ces concepts avant qu'ils ne commettent les mêmes erreurs. La rémunération est modeste, conforme à la grille salariale des organisations à but non lucratif, mais le travail est enrichissant. Cela vous intéresserait-il? Alex regarda Olivia, y lisant la sagesse de Sophia, et comprit que son jeune lui aurait refusé cette proposition, la jugeant indigne de lui. Mais il avait été bien naïf. Oui, répondit-il. Cela m'intéresserait beaucoup. Parfait, répliqua Olivia avec un petit sourire qui rappela douloureusement Sophia à Alex. Car le premier groupe avec lequel vous travaillerez est composé de jeunes hommes issus de familles aisées, qui présentent des signes précoces de sentiments de supériorité et de mépris envers ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. Nous l'appelons le programme de la seconde chance. Il offre à ces jeunes hommes privilégiés l'opportunité de reconnaître et de corriger ces comportements avant qu'ils ne gâchent leur vie et ne blessent autrui comme vous l'avez fait. Alex prit pleinement conscience de la proposition d'Olivia. Il consacrerait le temps qui lui restait à tenter d'empêcher les autres de commettre ces erreurs, de devenir ce qu'il avait été, de perdre ce qu'il avait perdu. Cela ne le rachèterait pas. Rien ne le pourrait. Cela n'effacerait ni la douleur qu'il avait infligée à Sophia, ni les années gâchées. Mais peut-être, qui sait, cela donnerait-il un sens à ses regrets. Cela transformerait-il ses pires choix en exemples édifiants, aidant ainsi d'autres à faire de meilleurs choix? Quand est-ce que je commence? Demanda Alex. Lundi prochain, répondit Olivia. Mais à une condition. Tu dois leur raconter toute ton histoire et donner ton nom. Pas d'anonymat, pas de protection. Ces jeunes hommes doivent comprendre que leurs actes ont des conséquences qui durent toute une vie et que la prise de conscience sans action n'est qu'une autre forme d'égoïsme. Alex hocha lentement la tête. Sa réputation, patiemment construite au fil des décennies, serait à jamais associée à ses pires moments. Chaque personne qu'il rencontrerait professionnellement jusqu'à la fin de ses jours saurait exactement ce qu'il avait fait à Sophia. C'était le prix ultime que l'héritage de Sophia lui imposerait, et c'était parfaitement juste. Je le ferai, dit Alex. Olivia lui tendit de nouveau la main. Et cette fois, lorsqu'il la serra, Alex sentit quelque chose changer. Non pas la rédemption, non pas le pardon, mais peut-être le début de quelque chose qui ressemblait à un but. En quittant le symposium ce soir-là, Alex passa sous une banderole où figurait la citation la plus célèbre de Sophia, celle qui avait été reprise sur les supports de la Fondation pendant 20 ans. Chaque personne que vous rencontrez vous révèle sa véritable nature. La question est, y prêtez-vous attention? Alex avait passé 35 ans à apprendre à être attentif, à apprendre à voir ce qu'il avait été trop arrogant et égocentrique pour remarquer pendant les 5 années où cela avait été le plus crucial. Il ne pouvait changer le passé, ni effacer la cruauté, ni reconquérir cette femme extraordinaire qu'il n'avait su apprécier à sa juste valeur jusqu'à sa disparition. Mais peut-être qu'en apprenant aux autres à voir clair dès le départ, il pourrait créer quelque chose de précieux à partir des décombres de ses regrets. Ce n'était pas la rédemption. Ce n'était pas suffisant. Ce ne le serait jamais. Mais c'était quelque chose. Et après 35 ans de regrets incessants, ce quelque chose lui semblait un cadeau fragile et précieux qu'il ne méritait pas, mais qu'il passerait le reste de sa vie à tenter de gagner. Sophia Reynolds l'avait anéanti par sa vengeance, brisé par la vérité de sa perte, et lui avait fait regretter à jamais qui il était. Mais dans sa lettre empreinte de tristesse, dans la proposition de sa fille concernant la fondation qu'elle avait créée à partir de sa propre douleur, Sophia lui avait aussi laissé un dernier cadeau. La possibilité que même ceux qui avaient connu un échec aussi catastrophique puissent encore trouver un sens à leur vie, contribuer, transformer leurs pires moments en avertissements susceptibles de protéger d'autres du même sort. Alex Thompson consacra les 10 dernières années de sa vie à cela. Apprendre à de jeunes hommes imbus de leurs droits à voir l'humanité en chaque personne qu'ils rencontraient, à remettre en question leurs idées préconçues sur la valeur et l'importance des autres, et à comprendre que la façon dont on traite les personnes que l'on croit impuissantes révèle tout de notre caractère. Et chaque jour, face à ces jeunes hommes, Alex voyait son lui de 32 ans le fixer du regard, arrogant, méprisant, cruel. Et il leur disait la vérité sur le chemin qu'il avait mené à la ruine professionnelle, à l'isolement personnel, à des décennies de regrets si profonds qu'ils étaient devenus la caractéristique déterminante de toute une vie. Mais surtout à la conscience accablante qu'on lui avait donné quelque chose de précieux et qu'il avait été trop aveugle. Elle n'en perçut la valeur qu'une fois disparue définitivement. Ce fut la victoire finale de Sophia Reynolds,
sa vengeance ultime et une grâce inattendue. Elle avait pris l'homme qui l'avait le plus blessé et l'avait transformé en un instrument pour empêcher les autres de commettre les mêmes erreurs. Alex Thompson avait révélé sa véritable nature à Sophia, alors qu'il la croyait insignifiante. Et Sophia Reynolds avait prouvé au monde, et finalement, grâce à son propre engagement, à Alex lui-même, que même les pires d'entre nous pouvaient, au final, devenir utiles. Non pas rachetés, non pas pardonnés, non pas absous, mais utiles. Et après 35 ans passés à n'être qu'un exemple à ne pas suivre, Alex allait